Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Break. Alors, 9e épisode, on commence à s'installer petit à petit sur les réseaux sociaux, sur Spotify, dans le paysage audiovisuel Carolo, et ça fait plaisir parce que ça nous permet en fait à toi et moi, Thomas, de découvrir plein d'invités et à vous faire découvrir, à vous qui nous regardez, énormément d'invités divers et variés. Et on a pu découvrir plusieurs personnalités venant de plusieurs domaines. Oui, c'est vrai que c'est l'objectif du break, c'est déjà de passer un bon moment et puis de vous présenter à chaque fois des personnalités qui sont actives dans différents domaines. Et aujourd'hui, nous recevons Arnaud Meulemester des Dirty Monitor. Bonjour Arnaud, et très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Les gars, merci à vous de m'inviter. Donc, comme Thomas le disait, à travers cette émission, on essaye vraiment de présenter des profils variés qui viennent de la région de Charleroi. Et du coup, dans quel domaine on peut placer ton profil? Donc, tu viens du collectif Dirty Monitor, je vais le prononcer avec un bon anglais. Donc, dans quelle case peut-on placer les Dirty Monitors? Alors, à l'échelle de Charleroi, on est effectivement un collectif d'artistes qui sommes bien implantés dans la région depuis des années, parce que voilà, on est né avec toute cette mouvance underground et culturelle du milieu des années 2000, comme l'ont été le Rockrill, le Vecteur, et puis à plus grande échelle le Théâtre de l'Ancre et toutes ces entités-là. Donc voilà, nous, on est à la base un collectif d'artistes underground du milieu de la musique électronique, devenu une entreprise. Alors, quand mardi, on s'est rencontrés pour la photo et on en a rigolé parce qu'en allant, c'est ma fille qui faisait la photo mardi parce que c'était elle, mon assistante. Ouais. Et dans la voiture, elle m'a dit « Papa, c'est quoi les Dirty Monitors ?» Et j'ai essayé d'expliquer le mapping, les choses comme ça. Mais aujourd'hui, je te pose la question. Aujourd'hui, c'est quoi les Dirty Monitors? Alors d'habitude, je réponds par un twist en disant je vais vous montrer la vidéo. Et c'est pas possible. Donc du coup, qu'est-ce que c'est Dirty Monitor? Alors notre nom a un peu une consonance particulière, mais donc on est effectivement un studio de production audiovisuelle spécialisé dans le vidéo mapping. Le vidéo mapping, c'est le fait de créer sur ordinateur des effets 3D qu'on va venir projeter après sur des grandes surfaces, principalement des architectures, des bâtiments, et qui vont créer des illusions d'optique, des illusions qu'on transforme, qu'on anime le bâtiment. Ça, c'est vraiment la base du vidéo mapping. C'est ce qui nous a fait connaître au milieu des années 2000 quand on était parmi les précurseurs au niveau tout du moins belge, européen de cette discipline-là. Il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de techniques développées. Donc on a initié un peu ce mouvement de conception de vidéo mapping et maintenant on a un studio de plus grande ampleur qu'on appelle un studio d'art digital, donc qui veut qu'en fait on utilise toute forme de technologie pour en faire des performances artistiques. Donc moi je me posais comme question, tout d'abord c'est comment ce projet a-t-il démarré? Et une seconde question que je me posais, c'est comment toi, personnellement, tu es arrivé au sein des Dirty Monitors? Ouais, donc c'est une histoire intéressante parce qu'en fait à la base tout tourne autour d'un groupe d'amis constitué donc par Mauro et Orphée Cataldo qui sont deux frères, Denis Van Koteren, Audrey Vallée et Leslie Artamonov qui étaient vraiment un groupe de potes de Marcinelle, passionnés de l'image, passionnés d'art dramatique, passionnés de musique, passionnés d'art contemporain, et en fait tout ça les réunissait autour d'expos, d'art contemporain, toujours autour de la musique électronique, etc. Et eux se disaient, mais nous on va créer des installations de vidéoprojection autour de tous ces milieux-là. Et en fait très vite, donc ils se sont appelés les Dirty Monitors parce que c'était Denis et Mauro vraiment les fondateurs donc DM, et puis le fait qu'ils commençaient à projeter dans des vieux bâtiments, dans des vieilles usines, un peu le côté un peu décalé, on projette sur des vieux murs, on est un peu les écrans sales, les Dirty Monitors, tu vois, ça c'était la blague au début, mais c'est la naissance du nom du collectif, quoi. Et donc très vite en fait, comme ils ont voulu sortir du cadre de l'écran, ils se sont dit plutôt que de projeter sur les murs ou juste sur un écran, on va jongler avec les architectures, avec les portes, les colonnes, comme je le disais. Ça c'est Orphée Cataldo qui a amené cette dimension plus architecturale dans le mapping, et c'est comme ça que ça a lancé le collectif Dirty Monitor et qui a lancé leur premier projet professionnel. Ça c'est l'histoire du collectif. Et donc toi, ton arrivée dans les Dirty? Alors moi c'est un peu différent parce que moi là-bas je suis archéologue et historien d'art, donc ça c'est ma formation universitaire.
universitaire. J'ai toujours été passionné par l'archéologie. J'ai travaillé pendant 10 ans dans ce secteur-là, à la fois de l'archéologie de terrain, faire des fouilles, à la fois travailler pour de la recherche ou surtout dans des institutions internationales. J'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé en Grèce, j'ai travaillé en Russie au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Et en fait, de là, j'ai acquis un réseau dans les grandes institutions internationales, plus mon background artistique, plus mon background Carolo. Il se fait que quand je suis revenu en Belgique après la Russie en 2016, j'ai vu tout ce renouveau Carolo qu'il y avait, le lancement du plan Catch, Paul Magnette, toutes les initiatives publiques et privées, culturelles qui relançaient la ville. Je me suis dit que j'avais envie de mettre à profit mes compétences et mes connaissances acquises durant mon parcours pour quelque chose de Carolo. J'ai étudié un peu le business, je savais ce que faisait Dirty, j'étais fan. Le premier mapping que j'ai vu, c'était 2 quand j'étais à l'UNIF. J'ai été les voir et je suis plus jamais parti. Voilà. Et justement, Dirty Monitor est un des meilleurs ambassadeurs du savoir-faire Carolo, puisque vous êtes présent à l'international. Donc la société est d'ailleurs plus connu à l'extérieur de Charleroi que dans Charleroi. Vous avez réalisé des shows dans des dizaines de pays, dont même certains au Moyen-Orient. Quel est le projet qui t'a le plus impressionné depuis que tu es présent au sein du collectif ? Donc oui, effectivement, comme tu dis, il y a énormément de projets impressionnants à toute échelle. Il y a parfois des projets qu'on va faire en Belgique ici qui vont être très marquants pour nous émotionnellement. Mais je dirais évidemment, peut-être dans les projets les plus récents, le fait d'être impliqué ici dans l'Expo universelle de Dubaï. Ici, on a fait un projet dans le dôme de l'Expo universelle, qui est un dôme de vidéoprojection à 360 degrés avec plus de 260 énormes vidéoprojecteurs. Donc c'est une installation unique au monde, c'est le plus grand dôme de projection au monde. C'est le cœur de l'expo, le cœur vibrant. Et donc effectivement, avoir eu l'occasion de travailler ici en janvier pour un spectacle là-bas dans ce dôme, c'est un grand honneur. Évidemment, ça a eu un retentissement international et ça nous a offert une énorme visibilité. On avait déjà fait des projets de cette échelle-là avant, mais ici, là, évidemment, c'était un très beau terrain de jeu pour nous. Donc, Et aujourd'hui, c'est quoi parce que tu reviens d'un long périple à l'étranger, c'est quoi l'actualité des Dirty Monitor ? Alors, elle est multiple, je dirais, parce que vous connaissez donc nos activités de vidéomapping, de show, je dirais, de grandes commémorations, cérémonies d'ouverture, etc. Ça, c'est ce qu'on fait depuis des années. Ça se poursuit. Là, ici, on parle dans un mois, on part au Koweït, où il y a les GCC Games. Donc, ce sont les Gulf Cooperation Country Games. Ce sont les Jeux Olympiques des pays du Golfe. Donc, tous les athlètes des pays du Golfe vont se réunir au Koweït et il y aura des compétitions sportives. Et donc, on est en charge de la cérémonie d'ouverture de ce projet-là, qui est donc un projet international où on travaille avec une boîte canadienne, le Cirque Éloise, pour toute la coordination des chorégraphies. On travaille avec des drones, on travaille avec du light. Et nous, on fait donc toute une projection mapping sur le playground, devant l'émir, devant les ambassadeurs, devant tous les gouvernements, le gouvernement du Koweït. Donc ça, c'est notre activité, c'est c'est dans la lignée de ce qu'on faisait auparavant. Mais nous, évidemment, les nouveaux projets, ce dont j'aimerais bien vous parler, c'est que depuis 5 ans, on développe ce qu'on appelle des expériences immersives. Donc vous avez peut-être entendu parler des Van Gogh Immersive Experience, Monet, Klimt, etc. Donc ça consiste à avoir des salles partout dans le monde où on utilise la vidéoprojection 360 degrés, on couvre les murs, on couvre le sol, parfois on couvre le plafond, et on plonge les gens dans des univers, en l'occurrence là autour des grands peintres, mais finalement dans tout type d'expérience. On a fait des expos à Séoul sur Alice au Pays des Merveilles, on a fait l'expo des Schtroumpfs pour les 60 ans des Schtroumpfs ici à Bruxelles, et ça c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser. On a été parmi les précurseurs à faire ça, et en fait ça complètement explose. Donc là maintenant on se lance de plus en plus là-dedans, dans des productions qui vont sortir du cadre des grands peintres et aborder d'autres thématiques avec d'autres partenaires, et on a énormément de demandes pour ça au Moyen-Orient et en Asie. Évidemment, pour l'instant, l'Asie est un peu paralysée, comme vous le savez, n'est pas encore sortie du Covid, contrairement à nous. Mais voilà, donc ça, c'est un peu les actus immédiates. Comment t'expliques, en fait, que vous soyez si actif au Moyen-Orient ? Il y a une histoire derrière tout ça ? Oui, en fait, si tu veux, ça a été par jalon. Si tu veux, Dirty Monitor, on a très vite été à l'international, parce qu'en fait, ce qu'on proposait était assez unique, et donc très vite, on a été sollicité par des grands directeurs comme Franco Dragon, Luc Petit, des gens qui ont vu ce qu'on faisait, ils ont intégré ça dans leur spectacle. Et on a eu des premiers projets à Singapour, et puis en Chine, on a fait la cérémonie d'ouverture du Festival du film de Pékin sur le Temple du Ciel, qui est le temple le plus connu de Chine. Ça nous a ouvert toutes les portes de l'Asie. On a eu à peu près la même chose pour le Moyen-Orient en 2015. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille un peu au Middle East, on avait fait un peu le Qatar, on a travaillé un peu à Dubaï, etc. Mais en 2015, on a été sollicité par Ruggieri, qui est une société la plus grande société de pyrotechnie au monde, qui font des feux d'artifice depuis, ça fait 500 ans qu'ils font ça, c'est incroyable. Ils nous ont demandé de faire un mapping sur la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde de Dubaï.
Évidemment, faire du mapping de la projection à cette hauteur-là, tu peux pas, c'est pas possible. Par contre, ce qui est envisageable, c'est d'installer des murs de LED dessus. Donc c'est ce qu'on a fait avec Show LED, qui est une boîte belge. On a installé des rideaux de LED, donc on a suspendu la structure de 800 mètres de haut de LED sur la Burj Khalifa, et on a créé le show pour le compte à rebours du Nouvel An de l'année 2015. Donc tout le show avec le feu d'artifice, etc. À l'époque, c'était une installation temporaire. Maintenant, c'est permanent. Tu vois, et maintenant, il y a tout le temps des contenus vidéo qui sont diffusés sur la Burj Khalifa. Mais ça nous a ouvert toutes les portes du Moyen-Orient, en fait. Et il se fait qu'évidemment, ce qu'on fait a une dimension très entertainment, très fun, très coloré, c'est très chaud, ça en jette. Et ça, évidemment, au Moyen-Orient, ils aiment beaucoup ça. Je veux dire, dans plein de pays, on aime ça, mais évidemment, là, ce sont des pays où ils veulent justement axer vraiment leur développement à la fois sur le divertissement, à la fois sur leur image, parce qu'ils ont eu des images parfois écornées pour multiples raisons au fil des dizaines d'années, voire des 30 dernières années. Et donc, à ce niveau-là, on sait qu'il y a un gros travail sur l'image qui est fait pour les rendre faire des destinations cool. On voit ce qui se passe avec l'Expo universelle à Dubaï, on voit ce qui se passe avec la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, ce sont des événements qui donnent une bonne image, enfin, ou en tout cas qui tentent de donner une bonne image de ces pays. Et donc je pense que nous on s'inscrit dans cette filiation-là, à la fois l'image du pays et à la fois le divertissement. Alors, tu voyages énormément dans le cadre de ton boulot. Beaucoup de gens disent quelle chance de voyager tout le temps. Est-ce que toi finalement tu considères ça comme une chance, ou parfois c'est un peu compliqué d'être aussi souvent loin de chez soi? Alors ça évidemment, ça c'est ce que les gens ne voient pas, parce qu'on voit effectivement les posts Facebook où on voit tout le côté cool et glamour du job qui est une réalité, hein. C'est vrai qu'on a la chance de travailler dans les plus beaux endroits du monde, sur les plus beaux bâtiments, on travaille avec des chouettes partenaires, que ce soit des chanteurs, des metteurs en scène les plus grands au monde, les meilleurs magiciens, etc. Donc ça c'est tout le côté qui est très, très agréable et très, très valorisant. Après, en dehors de ça, effectivement, il y a le fait de parfois devoir prendre 10 ou 15 avions en 3 semaines, surtout ici voyager dans les périodes actuelles avec tout ce que ça implique de tests PCR, de chic, de tchac, de vaccination. Ça rajoute une dose de stress. Il se fait que c'est pas du tout reposant, hein. Je veux dire, parfois on prend un avion le soir, on arrive, on n'a pas dormi, on va à l'hôtel, on se lave, on va directement en rendez-vous. C'est des rendez-vous stressants à très haut niveau. Il faut savoir assumer derrière, de rencontrer des ministères, de rencontrer des CEO de très grandes entreprises. Avec le jet lag en plus. Avec le jet lag, avec le fait de devoir passer d'une langue à l'autre, tu vois, le fait de toujours devoir bien présenter. Puis le soir, en général, il y a du networking, des réceptions. Faut savoir boire des coups et en même temps savoir se lever le lendemain pour pouvoir continuer la mission. Et ici, là, j'ai enchaîné 3 missions de suite. Donc effectivement, il y a des fois où il y a des gens, à mon avis, qui ne pourraient pas tenir la cadence, ou qui à un moment en auraient marre, voudraient retrouver leur famille, leurs amis. Moi, j'ai la chance de voyager depuis que je suis petit, et surtout dans le cadre de mon travail. Même quand j'étais archéologue, je voyageais déjà beaucoup. Ouais, donc, quand tu fais archéologue, tu sais qu'à un moment donné, une vocation à faire de l'international, enfin en tout cas c'était mon cas, donc voilà. Mais effectivement c'est important de remettre en perspective aussi tout le reste du travail, qui est quand même quelque chose qui est stressant, fatigant, et voilà. Et après émotionnellement aussi, voilà, parfois c'est pas toujours facile, parfois tu te sens seul. Quand il y a des succès, tu les reçois seul. Quand il y a parfois des choses qui se passent mal aussi sur événement, c'est toi qui prends aussi tout seul, tu vois. Donc voilà. Et tu parlais de Dubaï, du Qatar, de l'Asie, donc énormément de destinations exotiques. Est-ce que parmi toutes ces destinations, il y a un endroit en particulier qui t'a peut-être marqué pour une raison ou une autre? Ouais, je dirais que, l'Inde m'a marqué parce que c'était mon premier projet. C'est le premier projet que j'ai ramené chez Dirty Monitor, en fait, en tant que business développeur. Donc, il y a ma fonction de ramener différents projets, d'étendre le réseau de Dirty. Et donc là, en fait, c'était la première fois et la seule fois j'ai l'impression qu'on a travaillé en Inde, où c'était dans le cadre des 70 ans de relations diplomatiques entre l'Inde et la Belgique. Et donc, il y avait le roi et la reine de Belgique allaient en Inde célébrer cette relation d'amitié entre les deux pays. Il y avait une réception à l'ambassade de Belgique de New Delhi, qui est un bâtiment magnifique construit dans les années 80 par un architecte indien très connu. L'architecture est vraiment incroyable, et donc du coup avec Wallonie-Bruxelles International, avec l'ambassade de Belgique, avec Barco qui fournit les vidéoprojecteurs mais qui est une grosse société belge, et Dirty Monitor, on s'est tous associés ensemble pour faire un mapping de cette ambassade lors d'une garden party en présence du roi, de la reine, des autorités indiennes et de toute une délégation des 200 hommes d'affaires les plus importants du pays et d'Inde. Donc du coup ça évidemment pour moi c'était un aboutissement, parce que c'est mon premier projet que j'ai ramené, que j'ai fait aboutir en étant sur place là-bas, sans dormir pendant 3 semaines pour faire aboutir ça dans des conditions extrêmement difficiles. Comme on peut imaginer, travailler en Inde, c'est pas aussi facile que travailler ici en Europe. Et voilà, donc ça m'a particulièrement marqué, parce qu'en plus l'Inde est un pays qui me marque au demeurant, qui est un pays en complet décalage avec tout ce qu'on peut vivre ici, autant spirituellement que en termes de nourriture, de sensations, d'odeur. Donc je dirais que c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Et Charleroi dans tout ça, c'est quoi ton rapport finalement avec Charleroi, et c'est quoi ta vision
du Charleroi d'aujourd'hui? Alors moi, je suis né à Charleroi, je suis né à Mont-sur-Marchienne, j'ai fait mes primaires à Mont-sur-Marchienne, j'ai étudié au collège du Sacré-Cœur chez les Jésuites en secondaire. Et j'ai connu donc entre guillemets ce qu'on pourrait appeler peut-être les moins bonnes années de Charleroi, pour ne pas être trop méchant. Je veux dire, les années 90, le début des années 2000, c'était pas la joie pour personne, hein, autant au niveau social qu'économique, etc. Donc du coup, moi, j'ai toujours adoré ma ville, mais à cette époque-là, j'ai surtout voulu m'enfuir, comme beaucoup de gens. Donc moi, je suis parti étudier à Namur, je suis parti étudier à Louvain, et puis après, je suis parti à l'étranger parce que je me disais que cette ville, on n'y arrivera malheureusement à rien en faire de bien. Et puis, quand je suis revenu, là, comme je t'ai dit, 2016, un peu un momentum. Ma mère me dit, viens, il y a l'inauguration des quais, ils ont refait tous les quais à Charleroi, il y a Dirty Monitor qui fait un mapping. Je me dis, ah ouais, je me souviens, j'ai vu un truc d'eux, c'était pas mal. J'ai été voir, je fais... Wow. Ok, il y a quelque chose qui se passe. C'était avec Kid Noise, c'était le avec Kid Noise, exactement, sur le ski maintenant à 6K, qui était anciennement le tri postal. Et donc là, je me suis dit, attends, il se passe quelque chose. Je voyais tout ce qui se passait au niveau culturel, le BPS 22, le théâtre de l'Ancre, l'Eden, je voyais le Gros Krill, je voyais tout ce qui se passait, le plan catch qui se mettait en place, je voyais un renouvellement un peu du cheptel politique aussi, avec Paul Magnette qui lidait tout ça. Et je me suis dit, en fait, il faut que les gens qui peuvent s'impliquer pour faire changer les choses, il faut qu'ils reviennent en fait, parce qu'il y avait une fuite des talents entre guillemets, c'est vrai. Les gens partaient à Bruxelles, ailleurs, à l'étranger, et ne s'impliquaient plus dans leur ville, quoi. Et j'ai senti là qu'il y avait des gens qui revenaient, Thomas Dermine, etc., des gens brillants qui revenaient et qui essayaient de reconstruire Charleroi. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je voyais que Dirty Monitor, ce qu'il faisait, je voyais que Dirty faisait les plus grands shows du monde à l'étranger, mais que parfois, quasi gratuitement, ou même parfois en perdant de l'argent, faisait des shows à Charleroi, s'impliquait dans la vie collective culturelle, pour essayer de redonner une bonne image. Et ça correspondait exactement avec ce que j'avais envie de faire. Et donc, du coup, voilà, encore maintenant, c'est vrai qu'on nous considère souvent comme des ambassadeurs de Charleroi, parce que ce qu'on fait, on le revendique toujours en disant on est un studio de Charleroi. On le dit quand on est en Belgique, ça fait bien en Flandre, ça fait bien à Bruxelles, ils sont toujours là, vous êtes de Charleroi, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait bien aussi, voilà, quand on va à l'étranger, on parle de cette ville-là, qui était un peu une ville post-industrielle, qui a un peu raté sa reconversion, mais qui est maintenant en phase de redéploiement social, économique et culturel. Et donc, moi, je pense qu'on s'inscrit dans cette lignée-là, et on a la chance d'être au Kélis, qui est un peu un des épicentres de ce renouveau, un lieu névralgique, en plein milieu des quais qui ont eu cette vocation à tourner vers le digital. Donc franchement, je pense que tout ça fait très sens et forme une conjonction. C'est un tout, ça forme une conjonction, c'est très intéressant. Et dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? À Charleroi ou alors toujours dans un avion à voyager quelque part sur Terre? Alors, ma mission chez Dirty Monitor n'est pas encore terminée. J'ai encore beaucoup de choses à apporter à Dirty. J'en retire toujours autant du point de vue personnel, au point de vue de mon expérience professionnelle également. J'ai noué des liens d'amitié très forts avec mes patrons, avec mes collègues qui sont maintenant, aujourd'hui, on a dépassé ce stade de relations de hiérarchie. Et donc voilà, je pense que j'ai encore beaucoup à apporter. Ici, avec ce nouveau tournant que prend Dirty Monitor, je crois que mon rôle va être essentiel dans cette tournant qu'on prend. Mais après, est-ce que dans 10 ans, Dirty aura encore besoin de moi? Est-ce que Dirty, que sera Dirty dans 10 ans? Est-ce qu'on aura doublé de taille? Est-ce qu'au contraire, on sera redevenu plus petit parce que les ambitions des uns et des autres, voilà, c'est difficile à dire. En tout cas, nous, on sait que la route n'est pas terminée. On a encore plein de projets. La créativité elle est toujours intacte. L'enthousiasme est toujours intact chez Dirty Monitor. L'équipe s'agrandit, des nouveaux talents, des nouveaux types de profils qui viennent nous rejoindre. Moi, je prends de plus en plus de responsabilités au sein de l'entreprise. On m'en donne plus aussi. Donc voilà, tout ça est extrêmement stimulant. Et en fonction de si ça prend, peut-être qu'on sera une boîte de 400 personnes dans 10 ans. Et je serai peut-être le directeur Moyen-Orient, j'en sais rien. Mais on vous le souhaite en tout cas. C'est ce qu'on peut souhaiter en tout cas. C'est clair. Arnaud, est-ce que tu as regardé les précédents breaks avant de venir sur le ring avec nous? J'ai jeté un œil à celui où tu as interviewé Mathieu Bacolas. Voilà. Qu'on salue d'ailleurs. S'il nous regarde, salut Mathieu. Notre voisin. Alors, tu sais exactement à quel moment on va arriver du break. C'est l'interro-surprise. L'interro-surprise, les questions pièges. Les questions pièges, les questions courtes. Les questions pièges sans pièges. Ce ne sont pas des pièges. Ils me les ont donnés avant. Non, pas du tout. C'est vraiment de la pure improvisation. Je vais laisser Thomas poser la première. Alors, première question. Quel est le personnage historique avec lequel tu aurais envie de prendre un café? Vivant ou mort, en disant, voilà, si tu as une personne, tiens, moi je voudrais prendre un café avec lui.
Winston Churchill. Churchill. Sans hésiter. Ah ouais, pas la moindre hésitation à ce sujet. De par son sens du bon mot, son sens de la formule, son côté profiter de la vie, son côté fêtard, son côté pugnace dans l'adversité, son côté jamais lâcher l'affaire. Un peu ça le caractère aussi. Ouais, ça le caractère, mais je pense qu'on s'entendrait bien. Ok, il m'aimerait bien. Quelle est ta ville idéale ou ville préférée et pourquoi ? Je dirais que c'est Hong Kong, peut-être étrangement, mais j'ai eu la chance de vivre 3 mois à Hong Kong dans ma vie et c'est une ville qui m'a fasciné parce que pour moi c'était un appel de l'Orient depuis mon enfant. J'avais ce côté un peu Tintin au Tibet, Tintin à Shanghai, Tintin à Hong Kong. Donc Hong Kong, voilà ce mix entre, on dit souvent ça, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, tradition, modernité, entre Orient et Occident, colonie anglaise en territoire chinois. C'est une ville qui est trépidante, c'est une ville qui s'arrête jamais et qui mélange ce côté spirituel avec ce côté un peu finance, avec ce côté cosmopolite. J'ai retrouvé ça dans aucune autre ville jusqu'à présent, malgré tous mes voyages. Et c'est une ville avec laquelle j'ai un attachement personnel assez profond. J'ai beaucoup d'amis là-bas, des amis hongkongais que j'adore et que j'espère bientôt revoir quand le Covid le permettra. C'est quoi le plus beau cadeau que tu aies reçu ? Le plus beau cadeau que j'ai reçu, je crois que c'était quand... je pense que ça vient de mes parents. Pour mes 20 ans, j'ai rêvé d'aller à New York depuis quand j'étais petit. J'étais fan des Tortues Ninja, j'adorais le rap américain. Pour moi, New York, ça avait énormément de résonance. Et pour mes 20 ans, mes parents m'ont dit, écoute, tu peux partir, tu prends 2 de tes meilleurs amis, tu choisis, et on vous paye un séjour à New York. On paye les avions, les hôtels, vous partez 10 jours à New York. Donc ça, honnêtement, là, parce que je me souviens que je suis arrivé, j'ai pris l'avion, j'arrive, t'es loin de New York, tu le vois, tu visualises un peu les gratte-ciels au loin, tu prends le train en souterrain et là tu sors dans New York, du métro. Tu sors et là je vois les taxis jaunes, les gratte-ciels, là ça a été un des moments. Tes potes aussi, c'est peut-être le meilleur cadeau qu'ils faisaient. Peut-être aussi, tu vois, mais vraiment je remercie mes parents parce que cadeau incroyable quoi. Et t'as parlé de rap américain, je peux pas m'empêcher de te poser la question. Quels sont tes rappeurs préférés ? Écoute, je dirais peut-être les rappeurs préférés que j'avais à l'époque, c'était sûrement Ice Cube, depuis tous les rappeurs côte ouest finalement. Mais voilà, j'ai un grand fan de rap américain, un grand fan de rap français aussi, grand fan de rap belge, et notamment je salue notre ami Mochelan que vous connaissez bien, qui est un rappeur slammer Carolo de grand talent, avec qui on a déjà pas mal collaboré aussi avec Dirty Monitor. Est-ce que t'es beaucoup sur ton téléphone à envoyer des SMS ou des messages sur Messenger ? Ouais, en fait, c'est vraiment mon outil de travail principal, mon téléphone, donc je suis tout le temps soit sur mon PC, soit sur mon smartphone. Est-ce que tu utilises beaucoup les emojis ? Ouais, à fond. Alors, quel emoji te représente le mieux ? Je pense que c'est le petit bonhomme qui sourit un peu comme ça, parce que je suis quelqu'un qui sourit toujours de bonne humeur, et honnêtement j'aime pas le clin d'œil, ça c'est un peu arrogant là, c'est un peu l'interview, tu vois, je suis plutôt le gars sympa là, tu vois. Je mets tout le temps le clin d'œil, note pour plus tard, le clin d'œil est arrogant. Un peu arrogant parfois, ça peut être pris arrogant, donc je dirais ça. Que ferais-tu si tu gagnais 1 million d'euros ? Je crois que j'ouvre ma propre boîte dans l'événementiel, probablement dans l'artistique ou quelque chose comme ça. Je pense qu'avec toute l'expérience que j'ai acquis là-dedans, mon passé culturel et ma situation présente, je pense que à l'heure actuelle, il faut vraiment mélanger les deux mondes, l'entertainment, le culturel. C'est ce qu'on fait avec Dirty Monitor, mais je pense que j'ai aussi pas mal d'idées, de choses que je pourrais amener moi-même aussi. Donc je crois que j'ouvre une boîte, je rassemble tous mes potes, tous les gens talentueux que je connais autour de moi. Et go. Les animateurs du break aussi. Évidemment, pour tous les lives qu'on fera tous les jeudis soirs. Quel est ton film préféré ? Le Parrain. Le Parrain, Francis Ford Coppola. Classique. Mais lequel ? Le 2. Le 2, pour moi, le 2, c'est celui qui a la plus une dimension de tragédie grecque. Je retrouve vraiment un écho aux tragédies grecques de l'Antiquité, avec cette histoire familiale dramatique qui est à la fois magnifique, et très forte et très sombre, et qui touche vraiment, pour moi, à des éléments fondamentaux de l'humanité, pas juste à ce qui se passe dans la mafia, et interprété très magistralement par des acteurs que vous connaissez tout aussi bien que moi, donc Al Pacino pour ne pas le citer. Alors, la question la plus difficile de l'interview. Moreau ou Orphée ? Qui sont les 2 frères pour expliquer aux gens qui sont les 2 frères dans les créateurs des Dirty Monitor.
Alors je dirais que ça dépend du contexte. Sur événement, je préfère à mon avis être avec Mauro, mais pour le business, je préfère être avec Orphée. C'est ce qu'on appelle beauté en touche. Hein, ça. Non, mais c'est répondre à tout petit peu. Ouais, tout à fait. Ouais, il n'a pas pris de joker. Non, c'est vrai, pas encore. Déjà ça. Non, ils ont eu chacun leur force et on a chacun nos affinités dans différents domaines. Donc vraiment, avec l'un pour certains trucs et avec l'autre pour d'autres, bien sûr. Ouais. Est-ce que t'es plutôt marché de Noël ou soirée sur la plage? Ouais, beach party direct. Au soleil. Ouais. Ben, ce marché de Noël, c'est toujours bourré. Et justement, bouffe saine ou plutôt malbouffe? Alors, tu constateras que la réponse parle d'elle-même. Malheureusement, je ne suis pas quelqu'un de très assidu sur la bonne nourriture, mais j'opère un switch ici en ce moment même grâce à ma compagne qui me soutient pas mal. Qui t'a serré la vis? Non, elle me guide, elle me donne elle dit tu devrais faire ça, tu vois, et moi je dis mais t'as raison. Donc voilà, on va faire attention un peu. Alors, FIFA, Gran Turismo, GTA, Zelda ou Candy Crush? GTA. Ouais. Gros joueur de GTA. Gros joueur de GTA qui fait aussi beaucoup d'écho à mon passé Carolo. Quand j'étais petit, on jouait tous à GTA. On a fait tous les GTA ensemble. Moi, dans ma tête, Charleroi, c'était Los Santos quand j'étais en secondaire, tu vois. Donc, j'ai fait tous les épisodes. Je suis un énorme fan. Donc, ouais, GTA, sans aucun doute. Alors, en dehors du boulot, parce que ça, tu nous en as parlé pas mal, c'est quoi ton expérience la plus folle? Mon expérience la plus folle, donc, en dehors du boulot. C'était du boulot, mais c'était mon passé de mon boulot d'archéologue. Je sais pas si c'est ça. Allez. Ça passe? Oui, ça passe. On le prend. Allez. Écoute, j'étais au musée de l'Ermitage en Russie, le plus grand musée du monde, plus grand que le Louvre. C'est les 250 ans du musée de l'Ermitage. Il y a plein d'événements qui se passent. Tous les directeurs des plus grands musées du monde sont là. Et moi, à ce moment-là, je dois m'occuper. On m'a dit, comme tu parles italien, français, russe, machin, tu vas t'occuper du directeur du musée du Vatican, qui est un ami du pape, tu vois, le boss du musée du Vatican. Il vient, je reste 2 semaines avec lui. Et on est un soir là au musée de l'Ermitage et c'est la réception, un gala dans les salles du musée. Tous les invités y vont se mettre, moi je reste en dehors et le directeur du musée du Vatican revient, il fait Arnaud, viens t'asseoir près de moi. Moi j'avais 24 ans, il fait tu viens t'asseoir à la table avec nous. Je me retrouve à la table avec un cardinal du Vatican, un général de l'armée russe, l'ambassadeur de France en Russie. Moi, qui suis le seul qui n'a pas les cheveux blancs, tu vois, et je passe une soirée incroyable là, dans un univers qui m'était complètement inconnu. Ouais. Tu vois, moi, je viens de Charleroi, sur Marchienne, etc., d'une famille modeste, et je me retrouve là, au plus haut niveau mondial, avec tous ces gens qui me parlent, qui me trouvent intéressant, etc. Et je suis ressorti de là. Je suis rentré chez moi, j'ai appelé ma mère, je dis, je sais pas, je viens de vivre un truc là de fou, et je me dis, dans ma tête c'était l'apogée de ma vie, je me dis, je pourrais pas avoir quelque chose de plus intense plus tard. Et grâce à Dirty Monitor, j'ai eu tellement de trucs plus intenses qui sont arrivés après que voilà. Ah mais tu dois te dire à 24 ans, je suis où ici en fait, c'est un truc rencontre du troisième type. Dans les films, tu vois, vraiment, je convenais pas à ce qui se passait, quoi, tu vois. Et comme je te dis, c'est un moment qui m'a marqué dans ma vie, vraiment un grand moment de reconnaissance. Et justement, parmi toutes ces rencontres, quelle est la personne qui t'a le plus impressionné? Je dirais que c'est mon prof d'UNIF, Yann Drissen, mon professeur d'archéologie minoenne, qui, quand je l'ai rencontré, quand je suis arrivé en master à Louvain, moi j'étais parti pour faire plutôt de l'égyptologie, et puis lui, je l'ai rencontré, et je me suis souvenu que quand j'avais 7 ans, j'étais à Knossos en Crète, et je faisais des fouilles moi-même, et mes parents m'avaient pris en photo, j'avais mon chapeau d'Indiana Jones et tout, et quand je l'ai vu, il m'a pris sous son aile pour faire mon mémoire, et je me suis spécialisé en archéologie minoenne, et quelques années plus tard, quand je faisais mes fouilles en Crète, mes parents sont venus, ils nous ont rencontrés, ils ont montré les photos de moi au même endroit 20 ans plus tôt, en train de fouiller comme Indiana Jones, et là je faisais mes vraies fouilles en vrai, et donc je pense que cet homme a fondamentalement changé ma vie, donc c'est lui. Avec toutes les personnes que tu as rencontrées, c'est beau ce que tu sais, l'histoire de mais dire... là ça a un impact plus émotionnel et lié à mon passé, tu vois, donc toi j'ai rencontré des gens connus, des stars, mais c'est lui. Ça c'est quelque chose qui m'a changé fondamentalement. Y a-t-il un pays que tu voudrais encore découvrir? Tu n'as pas découvert. Ouais. Écoute, je rêve ici, moi, allez, je dirais, j'ai 3 pays qui me viennent en tête, mais je pense que le Japon. Je suis jamais allé. C'est un pays qui m'a fasciné. T'as tourné autour. Ouais, je suis resté en Asie là-bas, mais je suis pas encore remonté là-haut. Et en fait, le Japon, ben voilà, comme nous, tout le monde de ma génération, on a grandi avec les mangas, on a grandi avec cette culture japonaise qui est maintenant encore plus présente, autant dans la nourriture que dans les symboles, que dans l'esthétique, etc. Et donc j'ai la chance ici d'être invité à participer avec la princesse Astrid, donc la sœur du roi, à une mission diplomatique et économique
Donc tu vas le faire, c'est le projet. Donc on part là-bas avec Dirty Monitor en décembre au Japon et on espère bien être présent sur la prochaine Expo universelle qui aura lieu à Osaka, au Japon, en 2025. Alors il était comment le Arnaud adolescent ? Il était différent. Il était peut-être moins extraverti. Il était passionné. Il était peut-être moins extraverti, peut-être moins confiant en lui aussi, parce que forcément avoir une vie comme ça, les expériences ça te donne confiance en toi dans plein de domaines. Donc je me connais mieux maintenant. Je crois que c'était un cool petit gars. Et qu'est-ce que tu lui dirais ? Si tu le voyais aujourd'hui, tu lui dirais quoi ? Keep going. Ne change rien. Continue, ça va aller. Si tu n'étais pas un Dirty Monitor, tu voudrais faire quoi ? Alors, le problème, c'est que moi, j'aurais toujours voulu être un artiste, mais que j'ai aucun talent artistique. Aucun. Je suis nul dans tout. Tu vois. Mais, moi, j'ai toujours voulu être footballeur, donc tu vois, dès que j'ai un ballon, je comprends, je ne le serai jamais. Ah, mais voilà, mais c'est exactement le même genre de frustration. Toi, tu rêves d'être un joueur de foot, tu sais que t'es nul, tu le feras pas. Moi, voilà. Mais grâce à Dirty, ça me permet, moi, de quand même créer de l'artistique d'une manière ou d'une autre. Tout le monde de contribuer à des processus artistiques et créatifs. Et donc, si je travaillais pas chez Dirty Monitor, difficile à dire. Honnêtement, je pense, mais c'est nul de dire ça, je crois que j'aurais fait un bon avocat. Mais je crois que j'aurais fait un bon avocat parce que je sais bien parler, mais honnêtement, je me serais beaucoup moins éclaté. Donc, ouais, je pense que c'est moins funky, voilà, je crois. Donc, T'es plutôt rancunier ou tu pardonnes vite ? Non, je pardonne quand même vite. Ouais, franchement, parce qu'on m'a pas fait beaucoup de mal non plus. Je crois que les gens qui ont souffert beaucoup plus vont plus difficilement pardonner, mais moi, j'ai eu que des petites écorchures, donc ça va. Ça va encore, ça passe. Ouais, tranquille. Alors, on arrive déjà à la dernière question, celle qu'on pose à tous nos invités. L'émission s'appelle Le Break. Et toi, c'est quoi ton break idéal ? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break ? Jeux vidéo. Jeux vidéo ? Ah ouais. GTA. Jeux vidéo, ouais, GTA, Assassin's Creed, quelque chose dans lequel je m'isole. Tu vois, je n'ai pas du multijoueur, je me mets tout seul. J'éteins tout, je me mets dans mon jeu. Tu vois, ça me fait vivre des aventures. Je vis déjà pas mal d'aventures dans ma vie, mais là, j'aime bien vivre des aventures plus hors du temps, hors de l'espace-temps. Et ton jeu vidéo du moment alors ? Là, je joue à Assassin's Creed Odyssey, justement, parce que c'est la mythologie grecque, parce que c'est l'archéologie, c'est les ruines, voilà, tout est lié. Et ben voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup Arnaud d'avoir accepté l'invitation. Merci les gars, c'était cool. Et oui, donc si vous voulez en savoir plus sur les Dirty Monitor, on postera une vidéo, on mettra le lien d'une vidéo dans les jours à venir pour expliquer un peu le show des Dirty et qu'on voit un peu comment ça se passe. Et on vous invite à aller voir finalement leur travail incroyable. Moi, j'ai déjà vu certaines choses en vrai et certaines choses en vidéo. C'est vrai que on imagine mal en fait quand on explique comme ça avec des mots. Et comme tu dis, le mieux c'est d'aller voir et de se rendre compte. C'est de l'art visuel, il faut le voir. C'est comme d'écrire une peinture, c'est jamais aussi bien que de voir la peinture. Exact. En tout cas, merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont regardés encore une fois aujourd'hui. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le break et en tout cas à écouter aussi le podcast sur Spotify, qui est disponible également sur Google Podcast, Apple Podcast, enfin sur toutes les plateformes de podcast possibles et inimaginables. Donc n'hésitez pas à vous abonner au break sur ces différentes plateformes et également à vous abonner aux réseaux sociaux de Thomas, où on peut retrouver à chaque fois des émissions en streaming. Et on se dit à dans 2 semaines. On se dit à dans 2 semaines. Bon week-end de Pâques à toutes et tous et profitez des vôtres. À bientôt. À bientôt.